Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Le patron des députés européens RN à Strasbourg, il s'appelle Jérôme Rivière, a rejoint Éric Zemmour. Il était le porte-parole de Marine Le Pen. Quelle est votre réaction? Écoutez, Jean Rivière est un de mes collègues. J'ai eu plaisir à travailler avec lui depuis plusieurs années. Nous avons mené des combats ensemble au Parlement européen. Voilà, j'ai appris hier soir le choix qu'il a fait. J'ai pas encore eu l'occasion d'avoir un échange avec lui sur le sujet. C'est trop tard. Et si vous me permettez, j'ai pas envie de faire davantage de commentaires. Vous savez, on est dans une période électorale. Ça conduit parfois à des situations de division. Il faut toujours garder à l'esprit, c'est sans doute regrettable, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'il y aura aussi le moment où il faut être capable de se rassembler, notamment au second tour, avec un objectif principal: empêcher Emmanuel Macron d'être élu. Alors là, pour on 5 n'en ans. est pas du tout encore au rassemblement. Il dit dans cette interview qu'il accorde à nos confrères du Parisien, il explique son départ en disant Marine Le Pen ne peut pas gagner et elle le sait. Et il explique au fond qu'elle n'accepte pas des idées qui, selon lui, sont essentielles pour conquérir le pouvoir, l'évidence d'un grand remplacement. Il dit elle ne peut pas gagner. Écoutez, Il dit comme Éric Zemmour. Ses propos l'engagent lui, il s'en expliquera. Encore une fois, voilà, c'est une situation de division, de compétition électorale avec Éric Zemmour. Moi, je pense aussi à l'après, j'insiste sur ce point, parce que bien sûr, il peut y avoir des situations comme celle-là, mais le plus important, c'est d'être capable, entre les deux tours, de se rassembler pour créer les conditions d'une alternative à Emmanuel Macron, éviter qu'il soit réélu pour 5 ans. Voilà, on sait très bien que sur l'essentiel, notamment sur le chaos migratoire et sur le défi civilisationnel qu'il représente, parce qu'on a à la fois une immigration de masse et un islamisme conquérant dans notre pays, eh bien, je pense que sur ce sujet-là, le Rassemblement national a toujours été en pointe. Nous avons toujours eu un discours d'une très grande clarté et nous avons été des lanceurs d'alerte. Mais je vous sens très en retrait par rapport à ce que dit Marine Le Pen sur Éric Zemmour. Elle dénonce notamment sa brutalité. Mais c'est normal qu'elle exprime... Vous pensez à l'après, elle pense au premier tour de la présidentielle. Non, mais je pense qu'il faut penser aux deux. C'est normal qu'elle exprime sa différence, et puisqu'il y a une situation de compétition électorale, les candidats font valoir évidemment leur position et leurs différences, et c'est parfaitement normal. Vous dites, Nicolas Bay, qu'il faut épargner Éric Zemmour en ce moment. Non, c'est ça que vous dites. c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a une situation de compétition électorale. Je pense qu'aujourd'hui, le Rassemblement national et la candidate qu'il soutient disposent de beaucoup d'atouts, mais il faut avoir en perspective que derrière la situation actuelle de compétition électorale, il y aura une nécessité de rassemblement. Ce qui concerne les Français, c'est surtout la question du pouvoir d'achat. Marine Le Pen propose de passer la TVA à 5,5 sur les carburants. Vous savez combien ça coûte? Oui, ça représente des coûts importants, mais vous savez combien coûte l'immigration? Combien coûte la contribution au budget de la France, au budget de l'Union européenne chaque année? Avec le carburant? Non, mais c'est pas ça. Bien sûr qu'il y a des coûts qui sont nécessaires. Une baisse de la fiscalité sur le carburant, c'est une hausse du pouvoir d'achat des Français. Ça permet aussi de relancer la machine économique. Bien sûr que ça a un coût sur les finances publiques, puisque c'est votre question. 10 centimes d'euros de moins sur le litre de gasoil, c'est 5 euros de moins sur un plein de 50 litres et 5 milliards d'euros de moins dans les caisses de l'État. Voilà ce que vous dit Bruno Le Maire. Mais oui, c'est vrai, il a raison. Mais 5 milliards d'euros de moins qu'on rend aux Français finalement en abaissant la fiscalité, on est l'un des pays les plus imposés au monde. 47% de notre PIB en prélèvement obligatoire. Il faut baisser la fiscalité. Elle reste beaucoup trop élevée, à la fois sur les entreprises, ce qui obère leur compétitivité, et sur les ménages, ce qui obère leur pouvoir d'achat. Donc il faut baisser la fiscalité, notamment sur les biens de première nécessité. Or, le carburant, le carburant, les énergies d'une manière générale, le gaz, le fioul, l'électricité, qui sont nécessaires pour se chauffer, pour s'éclairer, pour se déplacer, eh bien, ça fait partie des biens de première nécessité. Donc oui, nous assumons non seulement une baisse de cette fiscalité, avec évidemment un manque à gagner dans les caisses de l'État, et ça doit se compenser par des économies sur la politique d'immigration qui nous coûte une fortune, économies sur la fraude sociale qui nous coûte 50 milliards d'euros par an, économies sur la politique de la ville qui consiste à déverser des milliards d'euros dans les Nicolas quartiers Bay, le fait de baisser 30 ans. la taxe sur les énergies fossiles, certains peuvent considérer que c'est un peu antinomique par rapport à l'idée qu'il y aurait urgence à décarboner, par exemple, notre économie. Alors, si on veut décarboner, eh bien, il faut faire massivement le choix du nucléaire. Emmanuel Macron a redécouvert le nucléaire là, soudainement depuis quelques mois, après avoir fermé Fessenheim. Fermer Fessenheim, ça aboutit à faire tourner des centrales à charbon à plein régime, soit en France, soit ailleurs en Europe d'ailleurs, c'est-à-dire avoir une énergie très lourdement carbonée. Le nucléaire, c'est pas cher, c'est sécurisé et c'est décarboné. Donc c'est évidemment un vrai choix d'avenir. Et
Et la transition énergétique, elle est sans doute souhaitable. Sans doute faut-il diversifier le bouquet énergétique, bien sûr, mais il ne faut pas s'enfermer dans des schémas comme l'éolien, dont on sait bien que le coût est exorbitant, qu'il est anti-écologique et qu'il n'apporte pas de sécurité en termes de flux. Sur la question budgétaire, on va parler d'Europe dans un instant, puisque vous étiez hier au Parlement de Strasbourg face au président de la République. Est-ce que vous vous associez à la voix de la France pour pousser à la renégociation du pacte budgétaire, c'est-à-dire, comme le dit encore une fois Bruno Le Maire, un calendrier et des objectifs différents pour chaque pays en termes de rétablissement des finances publiques? Vous savez, aujourd'hui, tous les critères européens ont volé en éclats à cause de la crise sanitaire. Oui. Et on voit bien aujourd'hui que les économies nationales ne s'en portent pas plus mal. Donc il faut arrêter de voir tout centraliser à Bruxelles. Moi, ce que je regrette, c'est que le président de la République a présenté hier, soi-disant, une feuille de route. En fait, alors, pardonnez-moi, je reviens sur la question budgétaire. Oui. Ça veut dire quoi, exactement? Mais ça veut dire en clair que chaque pays doit avoir son propre budget, doit décider de ses propres objectifs, ne doit pas avoir des technocrates à Bruxelles qui lui disent « vous devez faire telle réforme, vous devez faire telle économie ». Bien sûr que l'objectif de tous les pays et de tous les dirigeants, ça doit être évidemment d'avoir une gestion vertueuse des finances publiques. Mais oui. Est-ce que nous sommes aujourd'hui en situation de donner la moindre leçon alors qu'on avait une dette publique qui avait franchi la barre des 100% du PIB avant même la crise sanitaire? C'est les règles du jeu de la zone euro? Oui, mais le problème, c'est que la zone euro a été dirigée depuis des décennies avec un objectif principal qui était de lutter contre l'inflation. Et souvent au détriment de la lutte contre le chômage. La politique de l'euro fort a servi les intérêts de l'Allemagne au détriment de la plupart des autres pays de la zone euro. Donc il faut avoir beaucoup plus de souplesse dans la gestion de la zone euro. Il faudra être capable, évidemment, de tenir compte des disparités au sein de la zone euro pour que chaque économie nationale ne soit pas fragilisée. Donc vous n'êtes pas totalement hostile à cette proposition, un calendrier et des objectifs différents pour chaque pays, c'est-à-dire chacun à son rythme? Ben voilà, donc en fait, chacun fait ce qu'il veut. Ça vous convient, du coup? Oui, c'est plutôt une bonne chose, mais il faut arrêter, d'une manière générale, la fuite en avant fédéraliste qui consiste à vouloir tout diriger à Bruxelles. Moi, ce que je regrette, c'est qu'Emmanuel Macron a hier présenté les objectifs de la présidence française de l'Union européenne. En réalité, c'est les objectifs de la Commission européenne. Tout avait été déjà annoncé par les bureaucrates de Bruxelles des mois et des mois avant, et finalement, il veut continuer à faire la guerre à la Pologne et à la Hongrie. Il ne veut pas protéger les frontières extérieures, il veut continuer les accords de libre-échange, ce qui est une aberration. On aurait pu faire de cette présidence française de l'Union européenne un vrai outil au service des nations. Il y a eu quand même quelques propositions assez précises lors de ce discours. Emmanuel Macron donc a dit qu'il voulait par exemple inscrire le droit à l'avortement et la protection de l'environnement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mais ce qui serait bien, c'est qu'Emmanuel Macron relise le traité de Lisbonne. Et le traité de Lisbonne, il définit clairement quelles sont les compétences de l'Union européenne et quelles sont les compétences des États membres. Et les choix de société que vous évoquez, ça relève exclusivement des compétences des États membres. Mais par exemple, vous pensez que le droit à l'avortement, c'est pas un droit fondamental pour les Européennes? Moi, je dis simplement que chaque pays doit pouvoir faire ses propres choix souverainement dans les domaines qui n'ont pas été délégués à l'Union européenne. C'est tout. Donc, bien sûr que s'agissant en France, vous le savez, notre position, c'est de ne pas remettre en cause la possibilité d'avoir recours à l'IVG. Mais il y a un certain nombre de pays qui font d'autres choix. On doit les respecter. La souveraineté des nations, elle doit être au cœur du projet européen. Sinon, on va continuer à disloquer en réalité l'Europe. Ils ont commencé avec le Brexit, ça va se poursuivre parce que beaucoup de pays n'accepteront pas que ce soit des technocrates à Bruxelles qui décident de tous leurs choix de société, l'organisation de la justice, la gestion des flux migratoires, les questions de société. Et il faudrait se soumettre en permanence, par exemple, à l'activisme LGBT. Nicolas Bay, ça vous choquerait que Poutine annexe le Donbass? Non, si. Bien sûr que c'est choquant sur le plan du droit international. Mais on sait très bien que l'Ukraine est un pays qui a toujours eu sa partie est tournée vers la Russie, historiquement et culturellement, et sa partie ouest plutôt tournée vers l'Europe. Le drame dans ce dossier ukrainien, c'est qu'en réalité, il y a un dialogue entre les États-Unis et la Russie, et l'Europe est totalement absente. Mais s'il annexe le Donbass, est-ce que c'est un problème pour les Européens? Est-ce que c'est un problème pour le Rassemblement national? Ou est-ce que vous dites, au fond, c'est son territoire? Non, c'est pas son territoire. En l'occurrence, le droit international doit s'appliquer. Mais l'Europe est totalement absente. Pourquoi? Parce qu'elle s'est alignée servilement sur les intérêts américains depuis des décennies. Elle s'est enfermée dans un bras de fer et une guerre froide avec la Russie, dont nous subissons les conséquences, notamment par un embargo sur nos produits agricoles, qui pénalise directement les Européens. Merci Nicolas Bay.